Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette quatrième rencontre organisée dans le cadre du Prix Summer 2021, une rencontre en compagnie d'une des autrices sélectionnées cette année qui est Julia Kerninon. Bonjour Julia, Bonjour. très heureux de te retrouver. Merci de nous accorder ce petit moment en direct de chez toi. Évidemment, on aurait préféré que cette rencontre se fasse comme on le fait habituellement en réel dans les médiathèques qui t'avaient invité. Mais bon, évidemment, le contexte nous interdit de le faire. Donc, on est très heureux d'avoir ce temps de conversation avec toi autour de Liv Maria, ce très beau roman publié aux éditions de l'Iconoclaste que nous avons donc sélectionné dans le prix Summer et qui est déjà en lecture auprès des lecteurs qui assistent à cette rencontre. J'en profite évidemment pour les saluer, l'ensemble de ces lecteurs, saluer l'ensemble des médiathèques partenaires et en particulier les médiathèques de Limonest, Champagne, Dardilly et Saint-Priest, qui étaient les médiathèques qui avaient travaillé à ta venue et qui étaient particulièrement concernées je dirais, par ta venue dans la métropole lyonnaise. Donc, un salut particulier à ces lecteurs-là qui sont derrière l'écran et qui vont assister à cette rencontre. Une rencontre qui va se dérouler comme on l'a fait sur les précédentes discussions, c'est-à-dire un temps de discussion entre nous deux, Julia, sur ton livre, à peu près une demi-heure, 40 minutes. Et puis pendant ce temps, comme d'habitude, les lecteurs, vous avez la possibilité d'écrire sur le chat des questions, des remarques, des témoignages de lecture que je relayerai auprès de Julia dans un deuxième temps de cette conversation. Petit mot de présentation, Julia, puisque ce livre, Liv Maria, fait suite à un certain nombre d'autres romans, notamment que tu as publié. Ton premier livre avait été publié en 2014. C'est un livre qui s'appelle Buvard. Peut-être on en redira un petit mot. Tu as publié depuis un autre roman qui s'appelle Le dernier amour d'Attila Kiss. C'était en 2016. Et puis, en 2018, un livre qui s'appelle Ma dévotion. On évoquera aussi peut-être un texte un peu différent, mais qui éclaire aussi une partie de ton travail et de ton rapport à la littérature, à la lecture et à l'écriture. Ce livre s'appelle Une activité respectable. Et en effet, il nous semble que la littérature en est une d'activité respectable. C'est ce qui nous réunit ici ce soir. Tous ces livres avaient été publiés à la Brune, au Rouergue, pardon, dans la collection La Brune. Et d'ailleurs, tu as suivi ton éditrice Sylvie Gracia ou elle t'a suivi chez ton Je nouvel lis. éditeur, les éditions de l'Iconoclaste. Donc, on va parler de Liv Maria et je vais en dire un tout petit mot. La plupart des lecteurs ont déjà lu ton livre, d'autres ne l'ont pas encore fait puisqu'ils ont commencé par les autres et qu'il y a une sorte de roulement de lecture qui s'organise. Donc, on va aussi, pendant la conversation, essayer bien sûr de parler du livre sans déflorer un certain nombre de choses qui pourraient en gâcher la lecture. Ce livre, donc, il tourne autour de ce personnage qui donne son titre au livre, Liv Maria Christensen. On suit ce personnage de sa naissance et je dirais même de sa procréation, hein, mais on y reviendra parce que le livre s'ouvre sur finalement la nuit d'amour des parents de Liv Maria. Donc, on la suit de sa naissance sur cette petite île au large des côtes bretonnes jusqu'à finalement sa vie de famille, sa vie de libraire en Irlande, bien des années plus tard, en passant par un certain nombre, j'ai envie de dire presque de premières fois, c'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière le premier traumatisme de la jeunesse, on y reviendra, il y a ensuite le premier amour, il y a les premiers livres, il y a les premiers voyages, il y a les premiers désirs, les premiers fantasmes, peut-être les premiers souvenirs d'ailleurs. Et c'est vrai que cette dimension m'amène peut-être à une question d'introduction. On pourrait presque considérer que ce livre a une valeur de roman de formation ou de roman d'apprentissage, quelque chose de cet ordre. Il y a un côté, une éducation sentimentale. Il est question d'ailleurs de Flaubert au tout début du livre, dans la ressemblance avec le père de Liv Maria. Peut-être nous dire si cette dimension-là du roman de formation, hein, qui est une vraie tradition littéraire, te semble adaptée à ce livre que tu as composé. Oui, je pense que oui, mais que ça se passe par ricochet, c'est-à-dire que livre après livre, je vois se dessiner mes obsessions et aussi manifestement ma conception de ce que c'est qu'un roman. Tous les écrivains écrivent une certaine interprétation de ce que c'est qu'un roman. Et moi, manifestement, ce que j'écris, ce sont des sortes de biographies. J'écris toujours la vie d'un personnage plus que celui d'autres personnages dans le livre. Il y a toujours un héros ou une héroïne en général. Et je décris toujours sa vie sur le très long temps. Pas forcément la vie en entier, mais des gros morceaux de la vie. Et donc, oui, ça en fait des romans d'apprentissage parce que
manifestement, c'est une autre chose que je trahis dans ces livres-là. Je pense que la vie n'est faite que d'apprentissage. On aurait cette idée qu'à 40 ans, on serait plus sage qu'à 20, ou je ne sais pas, mais je pense qu'en fait, toutes les minutes de notre vie sont par définition des surprises, puisqu'on n'a pas eu de répétition pour tout ça. Donc, quand on dit roman d'apprentissage, on pense toujours à quelque chose qui décrirait l'arrivée dans l'âge adulte d'un jeune homme. Mais je trouve que je trouve que la parentalité, c'est un apprentissage. Je pense que l'entrée dans la vieillesse, ça doit être un putain d'apprentissage aussi. Et donc, dans ce sens-là, clairement, mes livres sont des romans d'apprentissage. Ouais. Alors le livre, il porte effectivement le prénom du personnage. Et d'ailleurs, on pourrait revenir à un certain nombre d'autres grands livres. En parlant de Flaubert, on pourrait parler d'Emma Bovary, mais on pourrait parler de Mrs. Dalloway ou de Jane Eyre. Il y en a d'autres, des romans qui portent le nom comme ça. Est-ce que finalement, cette chose-là, elle arrive au bout de l'écriture du livre, où tu te dis que ce livre est une vie de Liv Maria, livre signifiant vie d'ailleurs, ou est-ce que c'est vraiment d'emblée que tu sais que tu vas appeler ce roman comme ça et que c'est ce personnage qui va être le cœur même de l'intrigue romanesque et de vraiment le roman en tant que tel? Le fait que c'était l'histoire de Liv Maria, ça, oui, je le savais depuis le début. Le livre était clairement conçu comme ça, même si j'ai essayé toutes sortes de structures, j'ai fait plein de tentatives, j'ai écrit ce livre pendant très longtemps. Mais c'était sûr que c'était suivre le parcours d'une femme, la trajectoire d'une femme à travers les différents royaumes, on va dire, qu'elle visite au cours de sa vie de femme et comment est-ce qu'elle transitionne des uns aux autres, pour le dire simplement. Mais il n'y avait pas de titre. Pour Buvard, mon premier roman, j'avais le titre. Pour Le Dernier Amour d'Attila-Kiss, ça s'est appelé très longtemps Attila-Kiss. Et ces deux mots étaient quasiment le point de départ du concept même du roman. Une activité respectable, on a trouvé ça après. Ma dévotion, on a cherché le titre très longtemps. Et là, pour Liv Maria, en fait, pendant très longtemps, ce texte, il s'est appelé Alaska. Et même à une époque, il s'est appelé quelque chose comme l'hôtel Richmond, Alaska à Anchorage, tu vois. Et c'était parce que dans la première version de ce texte, c'était donc une épouse, une mère de famille, Liv Maria, qui s'appelait Annabelle à l'époque, et qui monologuait. Elle était dans une chambre d'hôtel à Anchorage, en Alaska, où elle s'était réfugiée après avoir quitté sa famille. Et pendant 3 jours dans la chambre d'hôtel, elle allait se raconter à elle-même toute sa vie et comment et pourquoi elle avait fait ce choix. Et quand ce serait fini, elle irait se perdre dans la neige. Un peu comme on pourrait dire, on va se noyer. Et ben elle mettrait des mauvaises chaussures et puis elle marcherait dans la neige jusqu'à ce que mort s'en suive. Et du coup, ça s'appelait Alaska parce que. Et puis moi, je rêvais d'aller en Alaska. Et puis finalement, le texte a été tellement réécrit, modifié que ce qui était son titre n'est même plus un mot qui apparaîtrait dans le corps du texte. Donc, on ne pouvait plus du tout l'appeler Alaska. Et puis, on a cherché des titres. Et puis, ça, c'est toujours très compliqué parce que l'éditeur, il a un œil d'une certaine façon. Mais l'écrivain, lui, il a du mal à accepter un titre qui lui semble résumer le livre à une seule partie du livre. Et donc, finalement, Liv Maria, c'est un prénom assez épique, mais c'était un choix très ouvert. Et évidemment que oui, je savais un peu que ça mettait le livre dans la lignée des livres sur des femmes portant le nom des trucs éponymes, quoi, ouais. Ce que je trouve assez chic. Oui, plutôt. En effet, on peut le reconnaître. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que on va bien sûr essayer de tracer un peu comme ça et de suivre les pas de Liv Maria. Le point de départ, c'est l'enfance. Et il me semble qu'il y a tout un tas de dimensions finalement que tu donnes dans les premières pages autour de l'enfance de Liv Maria. Peut-être peux-tu les décliner avec moi. Et il me semble que le premier point, c'est évidemment le rapport familial, le lien au père et finalement quelque chose qui se situe d'emblée aussi du côté presque du mythe. Ses parents, lui lecteur, elle une héroïne, un personnage potentiel, quelque chose qui est d'emblée dans l'enfance rapporté aussi à cette dimension. Alors je dis du mythe, de la mythologie, je ne sais pas, mais en tout cas presque quelque chose de cet ordre. Il y a plein de choses à dire. En fait, avec ce livre-là, effectivement, le mot de mythe, de conte, c'est revenu, je veux dire, dans les retours de lecture, on va dire. Mais c'était aussi le cas avec mon roman précédent. Et c'était aussi le cas avec Attila Kiss. Et peut-être même que les gens disaient déjà ça avec Buvard. Et moi, ça me surprend un peu, enfin, ça me surprenait, on va dire, au début, parce que les contes, c'est pas un truc que je lis particulièrement. Enfin, ça semblait. C'est bizarre quand les gens font un lien entre toi et quelque chose que tu n'as pas l'impression de connaître intimement. C'est bizarre. Et en fait, je pense que
je pense que ça trahit simplement ma vision du monde. Je pense que moi, je traverse ma vie réelle en me racontant des histoires assez simples et surtout assez simplistes. Je me raconte, je prends toujours des raccourcis dans ma tête parce que j'aime quand ça va vite, parce que j'aime quand c'est éclatant. Et je pense que je fais ça aussi dans mes livres et que je fais aussi des livres où il y a souvent de symbolique. Elle entend une phrase, elle ne sait pas l'importance que ça aura pour elle. Il y a souvent des échos dans ce que mes personnages voient, comprennent. Enfin, mais moi, c'est comme ça que je vois la vie tous les jours. Et donc, je comprends que pour d'autres personnes, l'adjectif qui aille avec ça, c'est de dire que c'est un peu mythologique. Mais ouais, pour moi, c'est très instinctif de faire comme ça. Donc oui, ça commence dans son enfance. Alors, dans quasiment tous mes bouquins, j'ai raconté l'enfance des personnages et c'est la partie, pour moi, la plus difficile à écrire. Parce que l'enfance, c'est pas une partie qui m'a beaucoup intéressée dans la vie. Enfin, je trouve toujours ça. Par exemple, en tant que lectrice, je peux presque pas lire un roman pour adultes dont le personnage est un enfant. Genre, vraiment, l'attrape-cœur, c'est mon maximum et il est ado. Mais sinon, je sèche, j'y arrive pas. Et en même temps, je crois pas du tout à l'enfance. Je pense que c'est un mythe, quoi, cette idée qu'à un moment on est adulte, qu'à un moment on est enfant. Non, on est toujours la même personne, c'est juste qu'à un moment on a le droit de vote. Ça change pas grand-chose pour moi. Mais en même temps, je crois aussi au fait que comme j'essaye de faire des portraits, des autobiographies, des portraits, j'essaie de faire des vues panoramiques des héros de mes romans, je ne peux pas faire l'économie de l'enfance. Tu sais rien sur quelqu'un si tu sais pas quel enfant il a été. Ou au moins comment il raconte l'enfant qu'il a été. Tu sais rien. Les gens qui disent qu'ils n'ont aucun souvenir de leur enfance, comme disait putain, ce philosophe génial, je ne sais plus, moi ça me fait vachement peur. Après, c'est peut-être une dimension, mais ne pas se rappeler du tout de son enfance, ça a l'air complètement fou. Donc, je voulais raconter ça. Et puis, c'est mon premier livre où je raconte une enfance heureuse. C'est un couple de parents fonctionnels, aimants, un couple de parents qui s'aiment entre eux aussi. Et puis, on sent qu'il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'intimité. C'est aussi ce genre de famille où il y a un seul enfant. Moi, j'ai été fille unique pas très longtemps, mais suffisamment pour me souvenir que, en fait, dans ce truc en forme de triangle avec les parents, et la notion d'enfance, elle est encore plus diluée parce que c'est pas clair en fait qui a le dessus, parce que c'est trois individus, parce que l'enfant ne pèse pas suffisamment lourd pour obliger complètement les parents à être des parents, et donc ça fait un rapport d'égalité qui est très différent. Et après, dans le fait de raconter l'enfance de Liv Maria, je pense que c'est un peu écrit dans la droite ligne d'une Fifi Brin d'Acier. Ça, c'est un personnage tu vois, avant de trouver des personnages de femmes qui pouvaient m'inspirer dans les romans, je cherchais des personnages de petites filles qui pouvaient m'inspirer. Et Fifi Brin d'Acier, c'est le personnage le plus excitant au monde. Je veux dire, elle a un coffre rempli de pièces d'or, elle est d'une force surhumaine, elle vit toute seule, son grand-père y passe de temps en temps, si je ne dis pas de bêtises. C'est le bonheur absolu, cette idée-là. L'idée que personne ne te dise maintenant à table, c'est trop bien. Et donc, Liv Maria, il y a cette idée-là, l'idée que parce qu'elle vit sur une île, parce qu'elle est fille unique, parce que sur une île, de toute façon, c'est un territoire hors la loi d'une certaine façon, ça lui permet de grandir sans se poser la question de tout ce que le monde peut avoir de ne serait-ce que pénible, ne serait-ce qu'ennuyeux. Et donc, voilà, le personnage est construit sur sa solitude, son autonomie, son amour de la lecture, son lien avec ses oncles, son lien avec la famille, sa façon d'être une sorte de garnement, enfin, le fait qu'elle conduise la voiture alors qu'elle est toute jeune, c'est l'enfant sauvage d'une certaine façon. L'enfant sauvage et littéraire, c'est Walden, quoi. Oui, sachant qu'effectivement, quand on entend des textes de London, de Beckett, de Faulkner ou Hardy dans sa prime jeunesse, on n'a pas forcément le même rapport au monde qu'un autre enfant. Oui, oui, alors ça, bon, c'est vrai que c'est un livre qui, dans son ensemble, parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature, à plein d'endroits différents. Ça tient au fait que, franchement, pour la première fois dans ce livre, j'ai décidé de ne pas me censurer là-dessus, aussi parce que ça me semblait faire sens avec ce projet artistique-là. Enfin, et, et je voulais vraiment porter cette voix-là, quoi, cette idée euh, que lire des livres, ça doit être un compagnonnage depuis toujours, qu'évidemment qu'on ne lira pas exactement les mêmes livres enfants que plus tard, ou qu'on ne les comprendra pas pareil. Si on relit Proust tous les ans, on lit à chaque fois un livre différent. Mais je voulais donner à voir, pas seulement Liv Maria, quasiment tous les personnages, des gens qui voient la vie aussi enrichie des lectures qu'ils en ont faites. C'est vraiment directement inspiré du bouquin de Marielle Massé, Façon de lire, manière d'être, qui dit il n'y a pas de frontières, en fait, c'est pour eux. De toute façon, on trouve dans les livres des idées de choses à faire dans la vraie vie, et la vraie vie nous donne envie de retourner lire un livre. Enfin, les livres ont été écrits par des gens qui vivaient et qui essaient de raconter ce qu'ils ont vu. C'est assez tautologique, au fond. Donc,
Oui, il y avait ça, j'avais envie de parler de ça. J'avais envie, puis c'était pas évident de trouver une façon de décrire une complicité père-fille. Et de fait, les pères trouvent pas toujours ça très facile d'établir une complicité père-fille. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils se retrouvent sur un terrain qui n'a rien à voir avec leur genre, ni à voir avec l'autorité, ni à voir avec cette fierté des fois très mal placée que les pères ont dans leurs enfants féminins. Et donc, l'idée qu'ils se retrouvent sur le livre, ça éclairait un côté émotif de son père, je pense, qui m'intéressait. Alors, je le disais en introduction, et on peut évidemment parler de cela, c'est au tout début du livre. Finalement, la vie, comme tu le disais, les destins sont finalement marqués aussi par des accidents. Et au tout début du livre, Liv Maria est victime d'une agression sexuelle qui va être aussi un moment charnière dans son existence. Et peut-être tu peux nous dire un mot de cela, puisqu'il me semble qu'il y a aussi quelque chose qui se joue ici précisément sur la question féminine, sur le rapport à la liberté, à l'émancipation et à la façon dont le rapport à la liberté s'inscrit pour un personnage féminin ou globalement pour une femme. Il me semble que ce déclic-là, ce moment-là, il dit aussi une préoccupation qui est forte chez toi. Bien sûr. Moi, je considère que dans les livres comme dans la vie, en réalité, on prend rarement des décisions pour une seule raison. C'est souvent un faisceau de raisons qui nous amène à prendre une décision. Donc, cette agression sexuelle dans le livre, elle est arrivée en partie pour des raisons techniques. Je savais que Liv Maria devait quitter son île à un moment, et il me semblait qu'il fallait un motif fort pour qu'elle le quitte. Donc, il fallait un choc. Clairement, cette idée de l'agression sexuelle, c'est arrivé tout de suite. Je n'ai pas hésité entre plusieurs chocs possibles. Et c'est arrivé tout de suite parce que j'ai l'ambition d'écrire des romans réalistes. Même si on me dit qu'ils sont mythologiques, j'écris des romans réalistes en réalité quand même. Et ben en fait, je ne peux pas sérieusement raconter une vie de femme sans raconter le moment qui a forcément eu lieu où elle a été agressée, d'une manière ou d'une autre. Plus grave que là, moins grave que ça, mais ça arrive toujours. Donc, et c'est quelque chose qui arrive, et quand ça arrive, eh bien, d'une certaine façon, je trouve qu'en tant qu'individu, on bascule aussi dans une réalité plus crue. C'est-à-dire que nos mères nous ont mis en garde pendant des années, attention, à demi-mot, on ne sait pas trop, puis on n'y croit qu'à moitié, c'est assez flou tout ça. Puis le jour où ça arrive, on comprend que c'est quelque chose avec quoi on va devoir faire toute notre vie. On comprend qu'on est effectivement, en moyenne, 30% plus légère que tous les mecs qui peuplent la planète, et que donc ça n'est qu'une question d'éducation pour qu'ils ne nous contraignent pas à chaque fois qu'ils en ont envie, en fait. On n'a aucune, à moins vraiment de faire des sports de combat. Mais donc ça, c'est quand même une réalité de ce que ça veut dire de se promener dans un corps de femme, de faire son voyage entier dans la vie dans un corps de femme, du danger. Et donc Liv Maria, c'est le moment où elle découvre ça, c'est le moment où elle découvre que ça arrive à tout le monde, parce que de fait, c'est arrivé à sa mère, et donc elle comprend qu'en fait, c'est un moment où elle devient, pas forcément une adulte, mais elle devient une femme. Elle rejoint la grande famille des femmes qui savent que ça fait partie du lot d'être une femme. Il y a des trucs super dans le fait d'être une femme, comme être capable d'accoucher, c'est quand même génial, mais il y a ce truc-là qui est vraiment pas très cool. Et pour Liv Maria, ça va précipiter la sortie du paradis. C'est-à-dire que tant qu'elle est sur l'île, c'est vraiment un symbole très maternel, c'est un œuf, on voit bien que c'est un paradis clos. Et il y a ça, et elle comprend que c'est très sérieux pour sa mère que ça soit arrivé, c'est tellement sérieux que sa mère décide de l'envoyer hors de l'île pour la protéger, comme si c'était l'île le problème. Des fois, on prend des décisions qui nous semblent logiques et qui ne sont pas. Et elle part sur le continent, et elle ne pourra plus jamais revenir en arrière. Et nous sommes tous partis de chez nos parents à un moment, et donc en partant de chez nos parents, nous sommes partis de notre enfance, et nous ne pouvons jamais revenir en arrière. On peut aller squatter dans le jardin de ses parents, mais ça ne marche pas. On va reparler des îles, hein, puisqu'il y en a plusieurs finalement dans le livre. Mais encore une chose par rapport à ce moment de l'agression sexuelle, parce qu'il me semble que là où c'est intéressant aussi, toi en tant qu'écrivaine, c'est la manière dont tu travailles à partir de ce traumatisme, de cette réalité-là, aussi sur le langage. C'est-à-dire que lorsqu'elle revient, Liv Maria, elle va voir sa mère qui lui demande ce qui s'est passé et elle lui dit il m'a fait seulement ça. Juste ça, ouais. Juste ça, ou seulement ça. Et il me semble que c'est intéressant de comprendre que c'est aussi dans le langage, dans le silence, mais aussi dans la manière dont le langage prend en charge ces réalités-là, celles-ci ou d'autres,
et que c'est précisément l'endroit de l'écrivaine aussi, d'aller comprendre ce que veut dire le langage dans la conception et dans la compréhension de ces enjeux-là, et dans la manière dont on le porte aussi au fil de son existence. Oui, oui. Bah, en fait, pour moi, cet échange entre Liv Maria et sa mère juste après l'agression, donc l'agression a lieu, Liv Maria pousse la porte de la maison et se réfugie, et sa mère demande qu'est-ce qui t'a fait, et Liv Maria dit seulement ça, et sa mère dit ne dis jamais seulement. En fait, pour moi, ça résume, peut-être pas parfaitement, mais en très peu de mots, ce qui se passe à ce moment-là dans l'échange entre une mère et une fille. C'est assez générique, en fait, pour moi. C'est la fille, c'est la première fois que ça arrive. Liv Maria, à ce moment-là, elle ne comprend pas à quoi exactement elle a échappé. Elle ne comprend pas que la seule raison pour laquelle c'est uniquement une agression sexuelle, c'est parce qu'elle a réussi à s'échapper avant que ça finisse. Et ça peut quand même être bien pire. Je veux dire, aujourd'hui, on repense les mots qu'on emploie pour parler de ça, et c'est très, très bien. Mais n'empêche qu'il y a une différence entre se faire tripoter dans une voiture et se faire violer du début à la fin. Et il y a plein de stades. Donc, elle ne comprend pas très bien à quel point c'est grave. Et en fait, c'est ça aussi. Quand on commence, quand on est agressé la première fois et qu'on est une jeune fille, on est trop pleine d'espoir et trop orgueilleuse pour admettre à quel point il y a du danger à cet endroit-là. On voudrait se dire c'est seulement ça. Et les mères, elles disent non, 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 non. On ne va jamais dire seulement. C'est très, très grave. Mais en rencontre, il s'est passé au moins une fois, mais je crois deux, une fois où un monsieur, en l'occurrence, d'un certain âge, il m'a dit, mais j'ai pas compris pourquoi vous n'en reparlez pas dans le livre. Ça arrive, ça a l'air très grave. Vous avez l'air vous-même de trouver que c'est très grave ce truc, même si c'est traité un peu en sourdine, tu vois. Et il dit, je pensais que ça allait ressurgir plus tard dans le livre. Je pensais que, donc est-ce que c'est pour ça qu'ensuite elle a cette vie un peu chaotique? C'est parce qu'elle est traumatisée, mais vous le dites pas. Et je lui ai dit, mais encore une fois, c'est un roman réaliste. Et la réalité, c'est que presque toutes les femmes traversent quelque chose de ce genre-là et que la vie continue. Et c'est pas qu'elle continue malgré, c'est que, en fait, c'est la vie comme ça. Et donc, ça marque pas plus que ça ou pas d'une façon. C'est pas spectaculaire, quoi, en fait. Il y a des cas où c'est spectaculaire parce que l'agression était plus spectaculaire. Mais sinon, rapidement, ça fait partie du paysage et donc il n'y a pas beaucoup plus à en dire. En faire, dans ce cas-là, en tout cas, le cœur du roman, prétendre qu'ensuite elle est traumatisée pour toujours, bah pour moi, c'était pas réaliste de raconter des choses comme ça. Un petit mot au sujet, bien sûr, finalement de la suite, hein, de son départ à Berlin et de cette rencontre. Finalement, j'ai parlé du premier amour en introduction. Et c'est vrai d'ailleurs que c'est aussi des choses que tu as eu l'habitude d'explorer. Je pense à Ma dévotion, bien sûr, à Attila-Kiss. Et là, lorsque tu décris la rencontre entre Liv Maria et celui qui sera son premier amour, cet enseignant, on sent que tu es aussi à la recherche de la manière dont on peut parler du désir, de la rencontre des corps, de tout ce qui fait finalement le sentiment amoureux, l'intime dans ce qu'il a de plus profond. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment des motifs qui t'intéressent en tant qu'écrivaine, d'essayer d'écrire, de nommer, de comprendre comment est-ce qu'on peut aller vraiment dans ces endroits qui sont peut-être le plus intime, ou en tout cas des personnages? Ce qui est sûr, c'est que plus ça va, plus c'est pareil, plus mes livres, des fois, ils sont carrément définis comme des romans d'amour. Moi, encore une fois, comme j'essaye d'écrire des vies, il me semble que ce qui nous occupe le plus dans nos vies réelles, bah, c'est l'amour, en fait. Ça a l'air un peu couillon de le dire, mais on passe notre temps à se demander de qui on est amoureux et comment on s'aime, est-ce que les gens nous aiment, et les meilleurs moments de nos journées, c'est les témoignages d'amitié ou d'amour que nous envoient les gens. Et ensuite, il y a toutes les qualités d'amour, les gens dont on se prend d'une passion folle et on ne le dira jamais, et puis de toute façon, il n'y a pas la place pour ça. Puis l'amour qu'on a pour nos enfants, l'amour qu'on a pour nos parents, les amitiés très très fortes, enfin, peut-être pas l'amour, mais les émotions, les sentiments interhumains, pour le dire froidement, je pense que c'est quand même la grande aventure de nos vies à tous. Enfin, et donc, ben, moi, c'est ça que je raconte dans mes livres parce que j'ai l'impression que ça en fait des romans d'aventure de raconter ça. Je ne vois pas de sujet plus. Pour moi, hein, après, je lis des livres qui me passionnent, qui parlent complètement d'autre chose, mais pour moi, c'est clairement cette thématique-là qui me met en branle, qui me fait fureter, qui me fait chercher, qui me donne envie de réfléchir, qui me rend productive aussi. Donc, il y a ça, il y a évidemment. Et puis, quand on dit roman d'amour, et c'est pas le bon terme pour ce que je fais, mais quand même, on pense toujours à des romans de très mauvaise facture, en fait. Roman d'amour, c'est un mot qui veut dire roman de genre, roman de gare, truc tout pourri, harlequin.
Mais en réalité, comme n'importe quel écrivain sérieux le sait, effectivement, réussir à écrire quelque chose d'intéressant sur la question de l'amour, eh ben, c'est un bon défi, c'est assez intéressant à faire. Et comme d'écrire l'amour physique, franchement, à part Philippe Roth, moi je connais personne qui fait ça d'une manière qui m'intéresse. Bah, vraiment personne. Et entre Philippe Roth et le second, il y a un monde assez catastrophique. Donc oui, forcément, ça, moi de toute façon, la langue, ça m'intéresse, le style, ça m'intéresse. De plein de façons différentes. À une époque, j'avais un style beaucoup plus orné. J'essaye maintenant d'écrire avec des phrases plus simples, parce que c'est ce que Philippe Roth fait, par exemple. Les phrases de Philippe Roth, elles sont d'une simplicité absolue, et pourtant, elles sont toutes parfaites. Comment il fait ça? Moi, ça m'intéresse d'essayer de comprendre ça. Mais des fois, j'ai l'impression que j'épure un peu trop. Mais, mais voilà, donc évidemment, moi, j'écris pas, je ne raconte pas quelque chose dans un livre ni ailleurs si je n'ai pas trouvé la bonne façon de le raconter. Des fois, j'aimerais bien raconter tel ou tel épisode dans un livre, le caler là, ça ferait une petite jonction. Mais si j'arrive pas à l'écrire d'une façon qui esthétiquement me satisfait, eh ben, je dois faire sans. Je peux pas, je dis pas que toutes mes phrases, je les trouve absolument parfaites, mais quand même, il y a un truc où il faut que ça fonctionne. Peut-être encore une chose sur cette relation amoureuse, sur ce premier amour avec Fergus. Il me semble qu'il y a deux données qui sont des données pour le coup passionnantes dans la manière dont on peut envisager le rapport à l'autre. C'est d'une part le rapport au professeur, et c'est finalement une phrase que tu dis dans le livre, c'est est-on quelque part toujours dans une relation de maître à élève ou de professeur à élève lorsqu'on aime? Et puis la deuxième dimension qui est très forte dans cette relation amoureuse, c'est la langue étrangère, c'est-à-dire comment on aime dans une langue différente. Peut-être tu peux nous parler de ces deux dimensions qui me semblent être quand même deux facettes très singulières de cette relation amoureuse. Bah, il y aurait plein de choses à dire. Bon, disons que dans le contexte politique actuel, quand on raconte une histoire d'amour entre une jeune fille, Liv Maria, elle a 17 ans à ce moment-là, donc on peut dire qu'elle n'est pas majeure, mais on serait tous d'accord pour dire qu'elle peut être consentante, je crois, avec un homme plus âgé, en ce moment particulièrement, ça nous envoie tout un tas de thématiques qui ne sont pas du tout le sujet de mon livre. Moi, ce que j'avais envie de raconter, sans aucune volonté de faire de la provoque, c'était cette relation avec une différence d'âge qui se retrouve en fait dans beaucoup de mes livres, mais qui ne se retrouve pas du tout dans ma vie par contre. Parce que je crois que ça m'émeut beaucoup, moi, cette idée-là. En fait, je me raconte toujours l'histoire en me disant, j'imagine tu vois, un jeune homme de 15 ou 20 ans, et un matin, il ne le sait pas, mais quelque part dans le royaume, naît un bébé qui sera plus tard l'amour de sa vie. Bah, pour moi, c'est une des plus jolies histoires d'amour de penser à un truc comme ça. Alors que donc ça me fascine et je vois bien que mes livres tournent autour de cette émotion-là, qui m'a l'air une émotion jolie. Enfin, je veux dire, si les gens sont tous amoureux et consentants, il y a le droit. Et en même temps, je sais que c'est plus compliqué que ça. Je sais qu'une fille de 16, 17, 18 ans qui a une liaison avec un homme plus âgé, elle ne sait pas des choses que lui sait et que donc ça n'est pas un rapport à armes égales. Et quand bien même il n'y aurait pas de combat, c'est pas à armes égales. Il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir que l'autre et de fait, c'est ce que Liv Maria réalise beaucoup plus tard quand elle retourne à Berlin une fois qu'elle est devenue une femme adulte et que tout d'un coup, pour la première fois, elle relit toute l'histoire et elle change toutes les répliques. Elle se rend compte qu'elle a pas du tout bien compris la situation. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est fait avoir, mais juste, non, il s'est passé à l'époque des choses qu'elle n'avait pas les outils nécessaires pour comprendre, disons. Donc ça m'intéresse aussi. Comment est-ce que quelque chose a eu du sens à un instant T et comment, des années plus tard, il faut complètement le réenvisager. Après, la question du professeur, j'ai peur que ça trahisse encore quelque chose de personnel. Moi, je suis fille d'enseignant, je suis petite fille d'enseignant, j'ai fait 10 ans d'études post-bac. Bon, j'ai peut-être une petite névrose avec l'enseignement. À un moment, on peut peut-être admettre qu'il y a un petit dos. Il y a ça sûrement. Et puis, et la question des langues, tu disais. Alors, la question des langues, moi, ça fait des années que j'entendais mes parents parler du bouquin de Henriette Walter qui s'appelle Honi soit qui mal y pense, qui explore la façon, en gros, dont la langue anglaise est en fait un mélange d'allemand et de français.
Et moi, je parle anglais. J'ai vécu en Allemagne, mais je ne parle pas du tout bien allemand. Mais je parle quand même suffisamment, enfin, je comprends suffisamment pour comprendre cette histoire de comment c'est fabriqué, de qu'est-ce qui a été pris à l'allemand, qu'est-ce qui a été pris à l'anglais. J'en ai appris plein des langues, j'étais très mauvaise, mais il y a des petits sujets de linguistique qui m'ont toujours intéressée. Et puis quand tu es écrivain, de toute façon, tu passes un peu ton temps à chercher des définitions de mots, éviter des répétitions, et choisir entre deux mots celui qui, des fois, a la racine latine la plus intéressante, alors que personne ne saura jamais. Enfin, il y a quand même, je ne suis pas une joycienne, mais enfin, si j'avais plus de temps, je pourrais en être une, ça m'intéresse. Donc voilà, donc la question des langues, ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre ça dans un bouquin. Je trouvais ça intéressant, quoi. Je trouvais ça intéressant. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je pensais que le mettre dans un livre, ça serait réjouissant aussi pour les lecteurs. Et puis là, ça faisait sens, c'était son professeur, il fallait bien qu'il soit son professeur de quelque chose. Et cette histoire de la langue, c'est aussi que, tu vois, on pense que les langues étrangères, c'est une histoire de langue étrangère. On pense que c'est une histoire de territoire, que c'est une histoire de langue maternelle. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Enfin, je veux dire, voir les choses comme ça, c'est faire complètement abstraction du fait que le langage est un code et qu'on ne le manipule pas tous pareil et qu'on ne le comprend pas tous pareil. Donc, toi et moi, par exemple, on pense qu'on parle tous les deux français, et c'est vrai. Mais c'est tout aussi vrai que la liste des mots qui n'ont pas le même sens pour toi et pour moi est infinie. C'est vrai que les formulations qu'on pourrait employer, on serait sûrement capable de se froisser ou de mal se comprendre, alors qu'on dirait, mais putain, j'avais parfaitement encodé le message. Pourquoi est-ce que je le lui envoie et qu'arrivé dans son oreille, ça fait un son différent? Et en fait, le langage, de toute façon, c'est quelque chose comme ça. On passe notre temps dans notre vie à utiliser des expressions qui disent ça. J'ai fait un lapsus, je retire ce que j'ai dit, c'est pas ce que je voulais dire, mes mots ont dépassé ma pensée. On passe notre temps à faire ça, à mettre des petits ajusteurs. Et on voit bien, là, par exemple, avec toutes ces saloperies de trucs Zoom, moi, mon mec, c'est son taf en ce moment, il apprend à des gens à faire des réunions uniquement comme ça, un truc, et à développer des nouveaux moyens de comprendre si tout le monde a suivi, si tout le monde est d'accord. Et typiquement, il dit, par exemple, dans ces échanges-là, qui ne dit mot ne consent pas. Parce que si tu fais un webinaire et que quelqu'un dit rien, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Ça veut sûrement dire que juste il se fait trop chier. Donc, c'est vachement. Le langage, c'est toujours une traduction. En fait, c'est ça que je veux dire. Et donc, dans cette chose que je mets en scène entre Fergus et Liv Maria, qui, encore une fois, répond pour moi à plein de besoins narratifs différents. Mais ce que je fais là, c'est que je mets en évidence le fait que quand on rencontre quelqu'un, et a fortiori quelqu'un avec qui on se lance dans une histoire d'amour, parce qu'une histoire d'amour, ça veut dire être très vite dans une très grande proximité, notamment en raison de l'amour physique, mais parfois sans encore se connaître très bien. C'est le principe du coup de foudre, c'est le principe de, je veux dire, à moins d'être copain avec quelqu'un pendant 10 ans avant d'en tomber amoureux, on se retrouve collés et ensuite on essaye de se découvrir. Et donc Liv Maria et Fergus, ils tâtonnent ensemble dans la langue et ils cherchent à se rejoindre au travers de la langue et en s'apprenant, et puis aussi apprendre des langues l'un à l'autre. Lui, il lui apprend l'anglais, elle lui apprend un peu d'allemand. C'est une façon de faire connaissance. C'est comme deux animaux qui se grignotent, quoi. Il y a un truc de... Ils sont... Parfois, c'est plus facile de construire une histoire d'amour autour d'une activité. Et leur activité, c'est cette chose des langues. Et en ayant l'air d'être occupés à tricoter des langues ensemble, en fait, ils tricotent leur amour. Un truc comme ça. Je pense à ça sur l'incommunicabilité. Je pense à cette phrase de Woody Allen qui disait si vous m'avez compris, c'est sans doute que je me suis mal exprimé. Mais il y a effectivement quelque chose de ça. C'est ça. Peut-être une chose qu'on peut dire, et puis dans un petit moment, je prendrai la parole au nom des lecteurs. Encore une ou deux petites choses, puisqu'on n'a pas parlé bien sûr de ce qui est au cœur du livre, mais comment en parler de ce secret finalement de cette période de la vie de Liv Maria qui va conditionner aussi son avenir, la manière dont elle va finalement être toujours dans une espèce de fuite en avant ou quelque chose de cet ordre. Peut-être tu peux nous parler de cela. Alors encore une fois, c'est un peu compliqué d'aborder cela sans trop déflorer du livre, mais il me semble que bien sûr que le secret, il y a un côté presque de tragédie grecque là-dedans. Comment est-ce que finalement le secret s'inscrit dans la vie d'une femme? Peut-être nous dire un mot quand même de cela dans la mesure du possible. En fait, donc, bon, il y a différentes choses à faire. Moi, à une époque, j'ai pas mal travaillé, c'est un mot un peu too much, hein, on parle de travaux de recherche que j'ai fait en master, mais sur Phèdre. Sur Phèdre, une réécriture de Phèdre par Tatius et tout ça. Donc, j'ai vraiment décortiqué Phèdre jusqu'au bout, on va dire. Et la mythologie gréco-latine, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et donc, Phèdre,
c'était très intéressant en fait, de vraiment réfléchir à ce que c'était Phèdre, réfléchir pourquoi est-ce que cette femme est considérée comme une coupable. Phèdre, c'est donc cette femme qui est mariée à un roi, mais en fait, elle est beaucoup plus jeune que lui, il l'a kidnappée, elle est une espèce de trésor de guerre, enfin, c'est jamais dit comme ça, mais en fait, c'est la cata totale, et elle est tombée amoureuse de son beau-fils, donc le fils que son mari a eu avec quelqu'un d'autre. Lui, il en a rien à foutre d'elle, même il pense qu'elle le déteste, et elle est passionnément amoureuse de lui. Et donc, Phèdre, c'est le tabou. Phèdre, c'est l'inceste. Phèdre, c'est la femme folle. C'est la femme sexuelle. Tu vois bien qu'il y a un truc comme ça, quoi. Elle n'est pas capable de contenir son désir. Enfin, on voit tout ce qu'il y a là-dedans. Et pourtant, il y a pas mal de malice dans le texte de Racine, si je dis pas de bêtises. Mais quand même, on voit bien Phèdre, c'est la femme débordante. Mais en fait, c'est simplement, c'est vraiment ce qu'elle dit dans le texte. C'est voit une femme dans toute sa fureur. C'est une femme vivante, c'est une femme avec des émotions, c'est une femme qui est incontrôlable. Ça m'intéresse. Mais en réalité, en soi, son seul crime, c'est d'être amoureuse. Pas de la bonne personne, mais je veux dire, le beau-fils, il a plutôt plus son âge. Enfin bref, tout ça m'avait beaucoup intéressée. Donc cette idée de puiser à l'énergie de la tragédie grecque et aussi toute l'idée du bris qui est toujours complètement passionnante, enfin tout ça, c'est très bien. Et donc, il y avait cette chose-là. Donc, moi, ce n'est pas l'histoire de Phèdre, mais ça touche aussi à une question de tabou un peu incestueux, mais qui n'en est pas vraiment un. Un crime dont on ne sait pas si c'en est vraiment un. Ça dépend comment on le regarde, mais c'est sûr que c'est un peu embarrassant. Mais enfin, et puis surtout, ça parle de. Ça serait un peu trop de dire les casseroles qu'on se balade, mais les bagages. De comment est-ce que les choses qu'on a faites dans notre vie, on ne pourra pas les effacer. Donc, même si on peut très bien avoir fait à une époque des choses qui se révèlent des erreurs beaucoup plus tard. Sur le coup, ça ne semblait pas si grave. Et puis, à un moment, ça se révèle une chose catastrophique qu'on a faite, mais on ne savait pas. Donc, ça parlait de ça. Ça parlait du poids du passé, et notamment du poids du passé pour une femme quand elle devient une mère. Parce que la mère, c'est, je ne dis pas que c'est mon idée à moi, mais je veux dire, vraiment, cette idée, c'est l'image de la femme absolue, quoi. Toutes les vies de femmes sont censées aboutir à la maternité, qui est c'est le moment où tu es au top. Et puis c'est comme ça que c'est censé se finir. Enfin, je ne vais pas débattre de tous les détails affreux là-dessus. Mais être une mère, c'est aussi tout d'un coup endosser ce rôle séculaire avec ses codes. Et une des choses qui appartient à l'image de la mère, c'est que comment dire, elle n'a pas de passé, elle n'a pas de sexualité, elle n'a jamais rien été d'autre qu'une mère. Évidemment qu'une mère est d'abord occupée par le bonheur de ses enfants, le bonheur de sa famille. Une mère, elle est forcément dans le don de soi en permanence et elle se fait toujours passer en dernier. L'idée qu'une mère puisse être égoïste, l'idée qu'une mère puisse se donner du plaisir, l'idée qu'une mère puisse parfois se faire passer avant les autres, l'idée qu'une mère puisse se rappeler extrêmement bien d'une époque où elle n'était pas du tout une mère, l'idée que nos propres mères aient fait des choses que nous, on a fait, ça, c'est inimaginable, c'est la cata. Et puis, c'est le plus grand choc quand tu deviens parent, c'est que tu te dis, nom de Dieu, alors ma mère aussi, c'est affreux. Et on se sent honteux de penser ça, mais c'est vrai que... Et donc, je voulais parler de ça, Et puis, l'autre truc à dire, c'est que moi, j'apprends à écrire des livres en lisant les livres des autres, ce qui m'a l'air simplissime. Hein. Et donc, derrière tous mes livres, il y a souvent un livre qui m'a servi de structure pour mon livre, qui a été le livre qui m'a le plus... mon livre guide. Et des fois, c'est impossible à deviner. Enfin, la plupart du temps, je pense que c'est impossible à deviner quel était le livre derrière. Et pour celui-ci, mais c'était aussi un tout petit peu le livre qui était derrière ma dévotion, je pense que j'étais entre les deux, c'est le bouquin de Lionel Shriver qui s'appelle « Il faut qu'on parle de Kevin ». Et ce livre-là, c'est un livre où le pitch est simplissime. C'est ce qui en a fait un best-seller, je pense aussi. C'est le fils d'Eva Khatchadourian est l'auteur d'une tuerie dans son lycée. Et voilà, en fait, on pourrait juste dire ça et ça serait déjà un bouquin qu'on aurait envie d'acheter, d'ouvrir et tout le machin. Là où c'est fantastique, c'est que c'est aussi l'histoire de comment est-ce que c'est impossible en lisant le livre de déterminer si Eva Khatchadourian est une mauvaise mère ou si son fils est un malade mental depuis le début. Donc, on n'arrive pas à savoir la faute duquel c'est, ou peut-être un mélange des deux, mais on voit dès le début se nouer une relation mère-fils catastrophique. Et c'est même pas ça qui est intéressant. En fait, ces deux choses-là, déjà, seraient des raisons suffisantes pour considérer que c'est un chef-d'œuvre. Mais ce qui est vraiment incroyable dans ce livre, et qui pour le coup a un peu disparu dans le film, mais ce n'était pas possible, je pense, c'est tout ce que ce livre raconte, c'est d'une richesse démesurée autour. La vie d'Eva Khatchadourian, ses rapports avec son mari, la décoration de son appartement, le boulot qu'elle fait, qu'est-ce que c'est les États-Unis dans les années 2000, l'histoire du génocide arménien. Et moi, j'ai trouvé que ça, c'était vachement balèze, vraiment.
de me dire, putain, Lionel Shriver, elle a écrit ça toute seule, et c'est même pas le seul livre qu'elle a écrit. Oh, incroyable. Donc, voilà, c'est pour ça que tu as vu, j'ai réussi à pas dévoiler mon truc. C'est pour ça, Livre Maria, je me suis dit, OK, je vais m'intéresser à la structure, ce qui est une chose que j'avais très peu faite dans mes autres livres. J'ai tendance à écrire, et puis ensuite je structure. Là, je m'étais dit, non, essaye de penser, crée un noyau très, très dur avec ton argument central. Et il y a des gens qui l'ont trouvé tiré par les cheveux, mais c'est du roman. Et la magie du roman, c'est qu'on peut se permettre des situations qui… Et puis, encore une fois, les histoires les plus incroyables et les plus véridiques que je connais, elles sont encore moins crédibles que ça. Donc, c'est pas la peine. Et donc, je me suis dit, je vais mettre ça au cœur du livre. Et de savoir qu'il y a cette chose-là, ça va me donner toute l'attitude pour ensuite explorer aussi loin que je veux dans plein de domaines. Et on n'en parle jamais dans les rencontres, mais le livre, il parle aussi de l'histoire du bois en Irlande. Il parle de plein de choses à propos de la Norvège. Il parle de comment c'est la campagne irlandaise. Et donc, en fait, il est farci de plein d'autres sujets. Et c'est la liberté de ce pitch simplissime de donner ça. Oui, et ce que tu évoques, c'est aussi presque une dimension géographique, le rapport au voyage, puisque on a parlé de cette île du départ, on a parlé de Berlin, on a parlé de l'Irlande, une autre île, il y a le Chili au milieu, bien sûr, et c'est vrai que la dimension géographique, elle est forte, et elle est aussi liée au va-et-vient, puisqu'il y a des allers et retours sur l'île d'origine, et il y a en même temps le voyage comme une sorte de symbole aussi. Alors, je parlais de fuite tout à l'heure, mais c'est aussi un symbole de la liberté dans la vie de Liv Maria. Elle est mobile plus qu'elle n'est en fuite. En fait, comme on a choisi pour le bandeau du livre cette phrase que moi j'ai complètement validée, hein, ça donne cette impression que qu'elle est fugitive, que c'est comme ça qu'il faut la voir. Mais en fait, c'est un mot qu'elle prononce une seule fois dans le livre et je ne pense pas qu'elle se voit tout le temps comme ça. Pour moi, elle est mobile, un peu dans le sens où il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. En fait, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui, évidemment, est modifié par les situations, son environnement, le temps qui passe. Et effectivement, alors après, dans tous les livres que j'écris, les gens, ça se passe quasiment toujours à l'étranger, les gens se déplacent beaucoup. Moi, je suis la génération Erasmus et je suis contente d'être passée à travers les gouttes, tu vois. Mais dans Liv Maria, c'est presque métaphorique, c'est-à-dire que à chaque déplacement correspond aussi un déplacement intérieur pour elle. À chaque déplacement correspond une vie différente. Donc, il y a l'enfance sur l'île, il y a la vie d'étudiante qui est assez brève à Berlin. Ensuite, il y a une tentative de retour au pays natal. Ensuite, toute la partie en Amérique du Sud, pour moi, ça illustrait… c'est un moment où je voulais la montrer… arborant des attributs généralement associés aux hommes et qui sont des attributs qui passent pour des choses positives quand elles sont associées aux hommes, mais qui sont au fond, pour moi, plutôt négatives. C'est-à-dire, je voulais la montrer avide, égoïste, intéressée par l'argent, ne se souciant pas des sentiments des autres et incapable de se protéger. Parce qu'elle est en Amérique du Sud, il lui arrive toutes sortes de choses à cet endroit-là. Elle est dans la vingtaine, elle fait une tentative, elle essaye d'être quelqu'un. Elle essaye d'être quelqu'un qu'elle n'est pas, mais elle va mettre un moment à le comprendre. Et pendant 10 ans, elle court, elle fonce, elle va dans une direction qui n'est pas du tout sa direction. Mais des fois, on fait ça dans la vie en se disant, je suis en train de faire un truc nouveau. Et puis, on finit par se rendre compte qu'on a fait fausse route, qu'on s'est menti à soi-même. Et au bout de 10 ans, elle se retrouve littéralement abîmée. Elle se voit dans la glace et elle voit qu'elle n'a pas pris soin d'elle, qu'elle est en ruine d'avoir fait ça. Et donc, c'est ça qui la décide à chercher une nouvelle direction à sa vie. Et c'est là qu'elle va embarquer sur cette vie beaucoup plus paisible et beaucoup plus classique de mère de famille en Irlande. Et donc là, c'est le retour dans un pays, l'Irlande, qui n'est pas si différent de son île natale, l'Irlande, la Bretagne, même combat. Et puis, il y a ce côté protégé, assourdi, protégé par la pluie et l'herbe. Enfin, c'est une vie de grande discrétion. Et je voulais montrer aussi ce contraste-là, quoi. Je voulais montrer comment est-ce que, pour quasiment tout le monde, la parentalité, la maternité, on rentre dans le pays du calme apparent. C'est quand même à ça que ça veut dire. C'est là qu'on accepte d'habiter en banlieue et de plus sortir boire des coups tous les soirs. Et on se dit, oh, c'est incroyable, comment est-ce que je peux vivre comme ça? Je ne vivais pas comme ça avant. En fait, c'est assez brutal. Et tout d'un coup, on se retrouve à vivre une vie qui fait sens, mais dans laquelle on a parfois l'impression d'être un passager clandestin. Et elle est très passagère clandestine. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne supporte pas la vie en Irlande, mais ça veut dire que je voulais montrer ce sentiment d'étonnement qu'on a en se regardant soi-même dans certaines situations. On est là, en train de… Moi, tu vois, il n'y a pas plus tard que 3 mois, j'ai dû, comment est-ce qu'on appelle ça, coller des étiquettes adhérentes pour toujours avec un fer à repasser sur les vêtements de mon gamin qui rentrait en maternelle pour la première fois. Putain, j'ai pris 20 ans. Hein.
J'étais là avec mon fer à repasser. J'étais genre, mais comment est-ce que j'en suis arrivée là? C'est horrible. C'est la catastrophe. Donc voilà, je pense à ce genre de moment où moi je suis très contente, mais où on se regarde faire ça, on se dit, putain, ah ouais, ça c'est ma vie maintenant, quoi. Ça me semble parfaitement normal et en même temps, voilà. On se rappellera quand tu auras à couvrir des livres. Ouais. Oh là là, arrête. Quelle Euh, horreur. Peut-être encore une ou deux choses qui viennent aussi là dans la conversation. Il me semble que il y a aussi quelque chose, on parlait de la difficulté de communiquer, et finalement, le livre, il dit aussi la difficulté à se comprendre, à comprendre l'autre, à le saisir. Il y a cette phrase que les lecteurs découvriront s'ils ne l'ont pas encore découvert, qui est, voilà, cette question, vous la connaissez? La réponse est je ne sais pas, c'est ma femme, ou en tout cas c'est à l'imparfait, mais C'est et ça, je ne ouais. sais pas si je la connais. Et c'est vrai que dans ce je ne sais pas, il y a à la fois quelque chose qui peut nous amener à une forme de liberté intrinsèque, de non-assignation à résidence, de quelque chose qui a finalement de la vie et de la dynamique, et en même temps quelque chose qui peut s'inscrire dans une forme de solitude extrême. Est-ce que tu dirais qu'il y a ces deux bouts-là dans le fait de ne jamais comprendre entièrement l'autre ou de ne pas l'assigner à résidence? Oui, oui, complètement. Je pense que dans le cadre d'un mariage, en plus, enfin, c'est clair qu'un mariage, enfin un mariage au sens de un couple, hein, un mariage au sens allemand du terme, la durée de, pas la fête. Euh, c'est, je sais pas si c'est un travail, mais c'est un long voyage. On embarque dans le mariage avec quelqu'un qu'on voit à peu près au moment où on embarque, mais on va changer sur la route et lui aussi. Donc, continuer de se voir aussi précisément que possible à travers cette longue traversée, eh ben, c'est pas un truc à sous-estimer quand même. La personne qui partage notre vie, quand bien même on dort avec tous les jours, quand bien même on lui a confié nos secrets les plus bizarres, quand bien même on a mis au monde ses enfants et on accepte de déjeuner avec sa mère, ça ne, on ne saisit pas, on ne tient pas les gens dans notre main aussi clairement que ça. Les gens sont compliqués, on apprend toujours des choses nouvelles, et puis les gens changent, et on change, donc il y a ça. Après, sur la citation que tu faisais, qui est moi une de mes phrases préférées du texte, j'ai toujours été un peu scandalisée à cause de l'expression ma femme, tu vois. Quand les gens, mais c'est un truc c'est complètement normal de dire ma femme, je veux dire, c'est le terme correct en français, hein. Mais quand un homme dit ma femme, j'ai l'impression qu'il croit vraiment qu'il possède un exemplaire de cette race d'animaux complètement incroyable que sont les femmes. J'ai l'impression qu'il dit ma girafe, tu vois. Et je sais que des fois, les filles elles disent mon homme, et je trouve ça très bizarre aussi. Mais en même temps, c'était intéressant cette idée-là, cette idée de dans quelle mesure est-ce qu'un homme marié, mais une femme mariée aussi, considère que l'autre est son exemplaire du sexe opposé, tu vois, son exemplaire à lui. À quel point il y a cette idée de ouais, je l'ai épousé, donc je le connais, donc je sais qui c'est, donc c'est ma moitié, donc c'est évident, donc ce qui se passe dans sa tête, c'est juste ce qui se passe dans mon arrière-cour, c'est chez moi. Et bon, c'est plus compliqué que ça. Et donc, pour moi, c'était une façon de vraiment dire beaucoup de choses sur le couple, et en l'occurrence sur le mari de Liv Maria, qu'il admette qu'il n'est pas sûr de l'avoir connu, il n'est pas sûr de l'avoir complètement connu. En tout cas, qu'à ce moment précis, il a un petit doute là-dessus, mais il n'a pas l'air aigri quand il dit ça. En fait, il y a plutôt un truc de l'ordre de l'admiration, quelque chose. C'est incroyable d'avoir vécu ce temps à côté de quelqu'un qui était encore plus complexe que ce qui m'avait semblé voir. Ça, c'est assez, ouais, c'est assez intéressant. Et, et le choix que fait Liv Maria, ça dit quelque chose d'à quel point elle est un individu, à quel point elle ne s'est pas laissée fondre dans le reste. Et je pense que son mari, il aime bien ça chez elle, que c'est quelque chose qui le... Tu vois, en fait, on parle beaucoup de faire des livres féministes et tout le machin. Moi, enfin, et puis il y en a plein en ce moment, et c'est très bien, beaucoup de. Mais des fois, je me suis dit, putain, le féminisme, on le sort à toutes les sauces en littérature en ce moment, et même moi, du coup, je plonge dans le courant mollement, et je me retrouve à dire plein de trucs très féministes à travers mes bouquins, et des fois, je me suis rendu compte que ça me déprime un peu de faire de la politique quand j'ai décidé de faire de la littérature, tu vois, c'est pas la même chose. Mais néanmoins, plus ça va, plus je réfléchis à cette histoire de féminisme et à comment des filles, dont la plupart ont 10 ans de moins que moi, hein, animent tous ces nouveaux discours féministes. Et du coup, en fait, souvent pour moi, ça bloque parce que les féministes actives aujourd'hui, elles ont souvent pas d'enfants et elles vivent pas avec des mecs. Donc c'est très intéressant comme féminisme. Mais c'est pas un féminisme qui peut m'aider, moi, la mère de famille en province. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à un féminisme à travers la cohabitation avec un mec. Et c'est beaucoup plus facile d'être féministe quand tu n'as pas à expliquer à quelqu'un comment vider un lave-vaisselle. Ça, c'est compliqué. Donc, y avait ça aussi dans la façon dont je décris le rapport
de Liv Maria à son mari, les rapports qu'ils ont entre eux, le regard extrêmement positif et acceptant et large qu'il pose sur elle, eh bien, c'est pas tant un éloge du mariage que une proposition de comment est-ce que les rapports hétérosexuels pourraient être plus équilibrés et seraient d'autant plus riches, je pense. Tu disais tout à l'heure, et je pense que c'est aussi une donnée qu'il faut évoquer, encore une ou deux questions, c'est la question du temps. Tu disais tout à l'heure, en tout début de conversation, que tu aimais travailler sur la longue durée. Et ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que le traitement du temps est singulier. Il y a un travail sur les projections, sur les souvenirs, sur la manière dont plus tard elle se souviendra de tel événement. Tu joues beaucoup sur les temporalités et sur une forme de dilatation du temps et peut-être une manière d'envisager le souvenir, le rapport à la chronologie qui est plus conforme finalement à la manière dont on vit une vie. Est-ce que tu dirais que le livre, il avait aussi besoin dans la temporalité, dans le rapport au temps, de rendre compte finalement de ces différentes dimensions? Je pense que ça va dans le livre, mais je pense que ça a lien avec mes obsessions. Moi, je me targue en tout cas d'avoir une très grande mémoire. Et je l'active en permanence. Enfin, il y a un côté dans ma tête, c'est un magasin de droguerie, tu vois. Il y a plein de petits tiroirs, les choses sont rangées, j'ai des histoires entières que je recortique. Si les gens me donnent le nom de leur arrière-petite cousine, je m'en rappelle jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, sur les sujets qui m'intéressent, vraiment, je suis une plaque sensible, quoi, j'oublie rien. Donc, mes livres, ils parlent souvent, beaucoup, toujours de la mémoire, des choses stockées, des espèces de boomerangs, de souvenirs qui nous arrivent, de choses comme ça. Après, il y a aussi le fait que pour moi, un des plus grands textes qui existent et qui est pour moi clairement un texte fondateur, c'est le livre Birthday Letters de Ted Hughes, qui est un livre de 98 qui est traduit en français, mais ils ont gardé le titre anglais. Et c'est un recueil de poèmes que le poète Ted Hughes publie 2 mois avant sa mort programmée. Il avait un cancer, il le savait. Et ce sont les poèmes qu'il adresse à Sylvia Plath, qui a été sa première épouse et qui s'est donc suicidée quand elle était mariée avec lui, et qui est la mère de ses 2 enfants. Et toute sa vie après le suicide de Sylvia Plath, elle est morte, lui, il avait 32 ans, quelque chose comme ça. Et il est mort, il en avait 68. Donc, c'est-à-dire pendant quasiment 40 ans, Ted Hughes a supporté d'être insulté, à tort ou à raison, je ne sais pas, par les féministes, par les spécialistes de Plath. Il n'a jamais le beau rôle dans les biographies. On dit qu'il l'a poussé au suicide, il la trompait, gna gna gna. Bon. Et il n'a jamais voulu s'exprimer. Il a toujours refusé. Alors que tout le monde se demandait qu'est-ce qui s'est passé, où sont ses journaux intimes, est-ce qu'on peut voir la maison. Lui disait rien. Et puis dans ce livre, tout d'un coup, c'est je ne sais pas combien de poèmes qui se lisent comme un roman où il raconte tout sur son histoire avec elle. Enfin, pas tout au sens où c'est impudique, mais il raconte comment il l'a vue la première fois. Il raconte la naissance de leurs enfants. Il raconte la vie dans la maison maintenant. Ça marche encore, ça? La vie dans la maison maintenant sans elle. Enfin, et c'est un livre qui, moi, ce qui m'avait fasciné dans ce livre, c'est le rapport à la préscience. C'est-à-dire la façon dont il dit par exemple que le jour où ils se rencontrent, c'est une anecdote qui est très connue sur eux, en fait, elle lui mord la joue. Elle est moitié folle, Sylvia Plath, quand même, à un moment. Et donc, elle lui mord la joue et il dit « Je suis rentrée à la maison avec sur ma joue le cercle de dents enflées qui allait marquer ma joue un mois durant et moi pour toujours. » Et moi, je ne connais pas beaucoup de façons plus adaptées de raconter la profondeur, la densité de la vie que quelque chose comme ça, tu vois. Et il fait ça, il fait beaucoup ça. Il écrit un poème incroyable sur un moment de leur vie, c'est hyper vivant, et puis il conclut en disant c'est notre histoire, ton histoire, mon histoire, tu es morte depuis 10 ans. Toi, tu lis ça et tu as lu un poème de 2 pages, et c'est comme si tu avais lu Anna Karenine, quoi. C'est complètement fou. Donc, ouais, ça, c'est une méthode qui, parce qu'elle m'a beaucoup touchée, j'ai tendance à essayer de la reproduire dans mes propres livres, mais vraiment parce que je la trouve adaptée à retranscrire ce que c'est que la vie vue dans son ensemble. Peut-être une dernière chose, je vois que nos lecteurs sont très sages, très disciplinés, ils t'écoutent attentivement, mais je vais me permettre peut-être encore une autre petite question parce que tu parles, bon, on a eu un certain nombre de références comme ça et je parlais d'une activité respectable, qui est évidemment un livre dans lequel tu parles de ton rapport à la lecture, à la littérature, et il y a dans Liv Maria, là, au moment où Liv Maria est libraire, une sorte d'accumulation comme ça de noms, de livres, de citations, de ce qu'elle a finalement dans sa librairie, dans sa boutique. On a l'impression que tu as aussi que
tu as envie de mettre ces noms-là dans tes livres, que tu as envie de placer finalement, je ne sais pas si c'est des tutelles, des petits cailloux, des clins d'œil. Tu avais envie de placer ces noms-là, d'une certaine manière, dans le livre, pour qu'ils y soient, pour qu'ils existent. Euh, le métier de Liv Maria rendait ça possible et ça semblait. Enfin, tu vois, j'avais envie de décrire la librairie parce que c'est un moment important pour elle. J'allais pas dire les fauteuils étaient rouges et elle avait retapissé, tu vois. Enfin, je veux dire, on s'en fout, c'est pas du tout intéressant. Ce qui est intéressant dans une librairie, c'est les bouquins. Il y avait beaucoup de livres du sol au plafond. Bah, c'est pareil, on s'en fout, on voit pas, on comprend pas. C'est quoi comme librairie, tu vois? Pour montrer que c'était une librairie avec une âme, pour montrer à quel point c'était pas seulement son travail, c'était aussi clairement sa cachette, sa pièce à elle, enfin, à quel point elle était investie là-dedans, à quel point en ouvrant cette librairie, en s'entourant de livres, elle reconnectait avec des émotions très anciennes pour elle, à quel point ça la ramenait, et je l'écris, à ses parents. Après, moi, je suis très convaincue, enfin, je veux dire, de la beauté poétique des listes. Ça a l'air facile de faire une liste littéraire, mais pas du tout. Il y a des règles, il y a tout un truc. Tu peux pas te contenter d'énumérer mollement. Il faut bien choisir les trucs, il faut qu'il y ait une cohérence. Enfin, donc, ouais, bah, typiquement, là, devant moi, j'ai un énorme poster qu'on m'a offert et c'est l'intégralité de Ulysse de Joyce, mais tu sais, c'est imprimé en tout petit comme ça. Mais c'est ça qui est devant mon bureau tout le temps. C'est lisible, mais tu sais que c'est ça parce que quand tu te mets tout près, comme Joyce, ça se finit par un monologue, tu vois qu'il n'y a plus de blanc sur les 10 derniers centimètres. Bref, Ulysse de Joyce, pour moi, c'est un livre que je trouvais fascinant. Je ne prétendrai pas que j'ai compris, hein, mais c'est le genre de livre où il y aurait ce genre de liste. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux dans le roman, c'est que on a une idée de ce que c'est la forme classique d'un roman, mais dans un roman, tu peux glisser un peu de poésie, tu peux glisser des recettes de cuisine, tu peux glisser des informations topographiques, et c'est ça, c'est l'ouverture du roman qui m'intéresse. Donc faire cette liste, c'était cool. Après, évidemment que ça fait un effet de mise en abîme, parce que évidemment que je cite des auteurs que j'aime, mais ne serait-ce que parce que les auteurs que j'aime, c'est les auteurs que je connais, en fait. Je ne vais pas commencer à essayer d'inventer la liste des livres que quelqu'un lirait. Je peux que citer ceux que moi j'aime. Et puis, en fait, si tu regardes bien, elle n'a rien de très exceptionnel, cette liste. C'est une liste des chefs-d'œuvre de la littérature occidentale. Elle ne dit rien de ma singularité. Elle ne dit que, au contraire, mon côté scolaire dans l'absolu. Donc c'était ça. Mais je pense que tu vois, le début de cette énumération, ça dit, elle avait, elle avait Ibsen. Elle avait, tu vois. Il y a vraiment cette notion d'avoir. Regarde la bibliothèque derrière moi. Ce livre, je l'ai écrit dans cette pièce. Moi, quand je m'allonge sur mon canapé à la fin de la journée, je regarde ma bibliothèque. Et ma bibliothèque, c'est l'élément le plus colossal de mon appartement. Il n'y a aucun item que je possède en autant d'exemplaires que des livres. Ça doit être pareil pour toi, tu vois. Évidemment qu'on a toujours plus de livres qu'on a de voitures, enfin, j'espère. Mais moi, quand je regarde ma bibliothèque, qui est faite de livres pas chers, qui est faite de livres trimballés, ben, je ressens ça. J'ai Joyce, j'ai Proust, je peux me raconter une petite comptine en énumérant mes livres. C'est comme compter les moutons pour s'endormir. Il y a une lectrice qui pose une question. On a parlé des lieux tout à l'heure et de la manière dont les lieux signifiaient aussi des choses intérieures. Et il y a une question de Delphine sur le choix du Chili pour sa construction comme une femme forte. Est-ce que c'est des raisons personnelles, dit-elle, un choix littéraire? Est-ce qu'il y a une résonance particulière dans ce lieu à l'avoir choisi pour ce moment de sa vie? Moi, j'ai jamais mis les pieds en Amérique du Sud. Mais en fait, j'ai écrit il y a des années un texte, une longue nouvelle, je ne sais pas, dont je pensais que ça serait dans ce livre, que ça allait finir par s'insérer là, où en fait, Liv Maria, elle était au Chili et elle devenait chercheuse d'or. En fait, le Chili, c'est le pays où il y a les plus jeunes mines d'or du monde. Donc, ça veut dire que c'est un endroit où ça arrive encore qu'un jour, j'exagère un peu, hein, mais qu'un mec soit au bord d'une rivière, qui rince son t-shirt, et puis il sort son t-shirt, et son t-shirt, en fait, il scintille un peu. Donc, il commence à filtrer, il se rend compte qu'il y a de l'or. Le lendemain, il y a plein de petits mecs en train de filtrer. Et puis un mois plus tard, il y a une boîte qui s'installe et qui se met à filtrer à gros machin. Et puis, ça marche jusqu'à ce que le truc s'épuise. Et je ne sais pas pourquoi ça avait commencé à m'intéresser, cette histoire. Donc, j'avais écrit tout un chapitre, une partie où Liv Maria débarquait au Chili complètement paumée, suivait comme ça une piste de l'or, rencontrait Ignacio Carrar, qui est donc dans le livre quelqu'un avec qui elle fait affaire sur d'autres termes, montait avec lui une boîte d'or, et puis elle allait même au COMEX, c'est le marché de l'or à New York. Donc, elle devenait aussi tradeuse.
Et puis ensuite, elle revenait. Et puis ensuite, ça rejoignait le livre tel qu'il est. Mais cette histoire de chercheuse d'or, Sylvie Gracia, mon éditrice, qui, donc, comme tu l'as dit, était mon éditrice au Rouergue et toujours mon éditrice à l'Iconoclaste, je la lui ai resservie à plusieurs sauces. Et à chaque fois, elle m'a dit non, tu sais, je pense que c'est vraiment une idée de merde. C'est tout pourri. Personne ne va y croire. Franchement, c'est tiré par les cheveux. Tu ne peux pas faire ça. Donc, j'ai laissé tomber. Mais ça, de creuser ce truc-là, ça m'avait permis de penser Liv Maria temporairement en femme étrangère dans un pays chaud, dans un pays assez sauvage aussi, femme expatriée, businesswoman, avec l'argent, avec pas de compte à rendre, avec personne qu'elle connaît qui la regarde, avec pas vraiment besoin de se soucier de comment ça fonctionne la loi, femme seule, entourée d'hommes qu'elle emploie. Tu vois, il y avait un truc, peut-être Karen Blixen dans La Ferme, tu vois, un truc un peu... Ça a l'air dangereux aussi d'être une femme qui emploie des hommes. Une femme toute seule au milieu d'un tas de cow-boys là dans la pampa. Et cette image-là de Liv Maria, j'ai eu envie de la garder même après avoir renoncé à l'histoire de l'or. Voilà. Peut-être une dernière question. J'ai cru voir qu'allait paraître un livre de toi au PUF autour de quelques écrivains que tu aimes, et notamment Hemingway. Ah ben, je vois, elle va le chercher dans sa bibliothèque. Voilà, ce livre s'appelle Le chaos ne produit pas de chef-d'œuvre et c'est sous-titré Les écrivains, le travail et la légende. Je crois que tu travailles autour d'Hemingway, de Steinbeck et Faulkner. Je me disais que c'était peut-être une bonne manière de finir aussi cette discussion parce que tu travailles autour de la manière dont effectivement la vie d'un écrivain balance entre la légende, la création d'un personnage, peut-être l'inscription dans une sorte de mythe de l'écrivain et le travail, c'est-à-dire la vie réelle, la vie matérielle, le travail d'écriture. On a déjà parlé d'ailleurs de ces dimensions-là ensemble, sur ce que c'était qu'être un écrivain. Il me semble que c'est peut-être une bonne manière de finir, puisqu'on vient de faire 1 heure d'exercice de à la fois vie matérielle et de mise en légende de l'écrivain, d'une certaine manière. Peut-être peux-tu nous dire un mot de cela pour conclure. Donc, en fait, ce livre, c'est la réécriture que j'ai faite de mon doctorat de littérature américaine. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans à un doctorat. Faire un doctorat, c'est compliqué à expliquer parce que quand on commence un doctorat, on a une idée de ce sur quoi on veut travailler et puis très vite, on est cadré, recadré et on est obligé de creuser ce sujet-là parce que ça n'a jamais été fait, creuser ce sujet-là parce que le directeur de thèse a envie d'aller dans cette direction et on se retrouve à travailler sur beaucoup de sujets débroussaillés, beaucoup de sujets qui nous intéressent beaucoup moins. Et moi, en plus, donc je travaillais, j'avais choisi comme corpus les interviews de la Paris Review, qui est une revue américaine fondée à Paris en 1953 et qui avait pour particularité de publier des interviews très longues, très élaborées, uniquement d'écrivains. Et les écrivains avaient été invités à corriger le texte de l'interview. Parce que, en fait, quand tu es écrivain, enfin, je pense que c'est le cas dans d'autres professions, mais en fait, les autres professions, elles ne doivent pas demander ça. Quand tu es écrivain et que tu donnes une interview, notamment à un journaliste de presse écrite, tu as toujours envie de lui demander de voir le texte avant qu'il le publie. Et les journalistes, ils ne veulent jamais, parce qu'ils ont, à raison, peur que les écrivains, qui eux aussi sont des ouvriers du verbe, essayent d'exercer le contrôle sur le texte. Parce que le but du journaliste, quand il donne à voir un écrivain, c'est de donner à voir quelque chose que personne d'autre n'a réussi à donner à voir, idéalement, tout en cochant pourtant les éléments clés de cet écrivain, sinon ça ne marche pas. Et l'écrivain, lui, il sait que l'interview, ou l'article, mais l'interview en particulier, c'est un outil promotionnel, pas tellement du livre en cours, un outil promotionnel de lui, colossal. Et donc, évidemment qu'il veut le contrôle. Évidemment qu'il veut dire « Ah putain, ma langue a fourché, j'ai dit ça, c'était pas ça que je voulais dire et tout. » Donc, il y a un enjeu très, très intéressant là-dessus. Donc, bref, mon doctorat, ça m'a fait travailler sur l'interview, ce qui n'était pas un sujet dont j'aurais dit que ça m'intéressait au départ. Mais moi, ce que je voulais faire là-dessus, mon postulat de départ, c'était... Je me suis toujours demandé comment vivaient les écrivains. J'ai toujours voulu être un écrivain. Je me suis toujours demandé comment avaient fait les autres écrivains, les écrivains que je lisais, qui étaient que des écrivains américains. Est-ce qu'il fallait aller à l'école? Est-ce qu'il fallait surtout pas aller à l'école? Est-ce qu'il fallait connaître d'autres écrivains? Est-ce qu'il fallait surtout pas connaître d'autres écrivains? Est-ce qu'il fallait avoir un boulot à côté? Est-ce qu'il fallait absolument crever la dalle? Est-ce qu'il fallait lire des livres? Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir un écrivain? Il n'y a pas de règle, tout le monde a un avis différent. Donc moi, j'ai fait, et c'est ce que je raconte dans Une activité respectable, j'ai fait tout un tas de choix entre 20 et 30 ans qui m'ont miraculeusement mené exactement où je voulais arriver. Mais c'était des choix qui, sur le coup, c'était bien difficile de savoir si c'était les bons. Donc je me suis toujours demandé comment les écrivains vivaient et j'ai
quand même très vite eu cette intuition que même si l'image romantique de l'écrivain, qui est l'image la plus pesante sur l'écrivain, tu vois, on a du mal à imaginer ça autrement, c'est une image de l'écrivain en misfit, complètement incontrôlable, alcoolique, multi-marié, drogué, qui meurt jeune, et puis de toute façon, il n'est pas fiable, et puis c'est sûr qu'il n'est pas à l'heure, et puis il avait des problèmes de famille, enfin, c'est ça l'image de l'écrivain. En fait, ce n'est pas possible que les grandes œuvres de la littérature, qui sont tellement cohérentes et qui sont des chefs-d'œuvre aussi parce qu'elles sont cohérentes, aient été écrites par des gens à ce point-là à côté de leur pompe. En fait, c'est pas possible. Tu vois, Hemingway, il était alcoolo, mais de fait, plus tu lis ses œuvres de vieillesse et plus elles manquent de cohérence. Mais le Hemingway encore en forme quand il est jeune, c'est sûr qu'il bossait le mec. C'était pas. Et tu vois, au cinéma, quand l'écrivain est représenté, mais je comprends, hein, mais c'est toujours un mec, il arrive dans une pièce et il est là, ah, putain, viens, viens. Puis il se met à son bureau, puis tu le vois qu'il écrit toute la nuit, puis le lendemain matin, le livre, il est fini, tu vois. Mais on sait tous que c'est pas du tout comme ça que ça s'écrit, les bouquins. Non, en fait, on le sait pas tous. Parce que moi, maintenant que je me balade avec cette casquette d'écrivain, les gens, ils me renvoient cette image-là. Ils me renvoient l'image que je suis forcément un peu, pas tout le monde, hein, mais que personne ne sait combien de temps ça met d'écrire des livres, comme personne ne sait combien l'écrivain touche dessus. Enfin, c'est le même délire. Et les gens pensent que je suis forcément un peu caractérielle, un peu, tu vois, que je peux pas être pragmatique, que je dois pas comprendre certains sujets évidents. Enfin, et c'est très intéressant. Enfin, je dis pas du tout ça pour me plaindre, je dis ça parce que c'est extrêmement intéressant. Cette légende autour de l'écrivain, la façon dont en même temps, si tu ne coches pas certaines cases de la légende ou que tu ne les soulignes pas, tu vas pas être identifié comme écrivain. Et vraiment, pour parler crûment, tes ventes vont s'en ressentir parce que on veut en avoir pour son argent. En fait, on veut qu'un écrivain soit un écrivain. On est très frustré si un écrivain n'a aucun petit frisson de quelque chose. Et c'est un peu subtil pour moi d'en parler parce que d'un côté, c'est ma spécialité universitaire. En même temps, je suis écrivain, donc là, je ne voudrais pas. Mais et voilà. Et donc, bon, dans mon doctorat, je bossais là-dessus et c'est pour ça que c'était très intéressant parce que quand tu lis les interviews de la Paris Review, c'est super parce que les écrivains, ils racontent comment est-ce qu'ils bossent tous les jours. Donc, tu vois vraiment que, en fait, on pourrait se dire, les écrivains, ils n'ont pas d'horaire, donc ils bossent n'importe quand. En fait, pas du tout. Quasiment tous les écrivains, pas tous, mais beaucoup, ils reproduisent le rythme d'un salarié. Alors qu'ils bossent de chez eux, qu'ils n'ont pas de patron et qu'ils sont sans doute devenus écrivains parce qu'ils ne voulaient pas de patron. Mais en fait, c'est la meilleure façon de travailler, bien souvent. Ils font ça. Ils sont capables d'extrêmement bien expliquer ce que c'est le succès, ce que c'est l'insuccès, lequel des deux est pire. C'est pas si clair. Comment est-ce qu'ils pensent leurs travaux, comment est-ce qu'ils gèrent avec les éditeurs, qu'est-ce qu'ils pensent des lecteurs, qu'est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils lisent. Enfin, tout ça, c'est tout à fait intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant quand tu lis beaucoup de ces interviews de la Paris Review, c'est qu'en fait, aussi différents que soient ces écrivains, aussi différents les œuvres qu'ils aient produites, leurs âges, les parties des États-Unis où ils sont nés, leur éducation, leur origine sociale. Enfin, en revanche, la persona d'auteur qu'ils déploient dans l'interview est toujours la même. Et alors ça dit quelque chose du poids du mythe de l'auteur et de à quel point il faut le valider pour être soi-même validé. Donc, pardon, c'était long, mais quand tu as fait un doctorat et qu'on te pose la question, tu ne peux plus t'arrêter. Et en plus, moi, j'enseigne pas. Alors. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai fait tout ce doctorat avec tout le côté très chiant que ça avait, en me disant, quand ce sera fini, j'écrirai un livre en prenant que les morceaux qui m'intéressaient vraiment. Et ça a été plus compliqué que ça. Tu ne peux pas juste élaguer un texte, il faut tout réécrire, tout repenser. C'est pour ça que j'ai recentré sur Hemingway, Steinbeck, Faulkner. Moi, j'ai bossé sur plein d'écrivains américains que personne ne connaît. Je veux dire, même Mary McCarthy, qui est quand même pas n'importe... Qui lit Mary McCarthy en France? Enfin, ça sert à rien. Et donc, voilà, du coup, ça fait un livre tout petit qui reprend certaines des notions scientifiques pour parler de ce qui se passe dans un discours, dans un échange, dans une conversation. C'est quoi la différence entre une conversation, une interview, blablabla, tout ça. C'est quoi la différence entre un écrivain, un auteur? Ça aussi, c'est un peu subtil. Et puis ensuite, j'explique pourquoi moi, j'ai fait ce travail. Donc, il y a des petits morceaux autobiographiques qui font passer un peu mieux la pilule, je crois, du jargon. Et ensuite, il y a toute la vie d'Hemingway, toute la vie de Faulkner et toute la vie de Steinbeck racontée. Du point de vue, on va dire, professionnel. Je raconte parce que je suis allée chercher dans des bouquins, hein, mais je trace leur trajectoire de... Par exemple, je raconte comment est-ce que Steinbeck, on ne le sait pas, mais c'est un des seuls romanciers américains de sa génération qui a suivi des cours de creative writing. C'est les premières années du creative writing et il en a suivi. Je raconte comment est-ce que Faulkner, il racontait toujours j'ai bossé à la poste de l'université à Oxford, c'était trop de la merde, les étudiants c'était des merdes et tout. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y avait à la poste universitaire d'Oxford? Il y avait les magazines, les petits magazines littéraires comme la Paris Review, qui étaient très importants pour l'éducation d'un apprenti écrivain qui arrivait. Donc en fait, Faulkner était planqué à l'arrière du truc et lisait la littérature la plus avant-gardiste de son époque.
Et ça, il n'en parle jamais, mais évidemment que ça explique comment est-ce qu'un fermier alcoolo du Mississippi est devenu William Faulkner. Enfin, je veux dire, et il soulignait toujours à quel point il était inéduqué. Mais il n'était pas inéduqué, il était peut-être autodidacte, mais il n'était pas inéduqué. Et Hemingway, il y a des choses passionnantes à dire sur la stratégie du macho qu'il a mise en place. Il y a une théorie littéraire qui dit que, en fait, même si les plus grands écrivains connus sont des hommes, en réalité, particulièrement pour les écrivains américains, il y a quand même un truc qui titille un peu, c'est-à-dire que s'intéresser à la littérature, à la poésie, mais à la littérature quand tu es un homme, tu vois, c'est pas très viril quand même de s'intéresser à ces choses un peu intello, quoi. Et donc, l'idée, c'est que c'est pour ça que les écrivains de cette génération-là, ils ont eu un besoin clinique de compenser avec des attributs très virils. Donc, Hemingway, il est là, et je tue des lions, et je boxe, et la corrida, j'adore, et que je picole. Et ils picolent tous, évidemment, ça fait sérieux, tu vois. Il y a, je ne sais jamais comment il s'appelle, un James quelconque qui posait en couverture de magazines littéraires avec des flingues en disant tous les hommes devraient avoir un couteau sur eux. Alors, peut-être, c'est très con, mais pourquoi pas? Et surtout, ça n'a rien à voir avec la littérature. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien? Et en fait, c'est vraiment une question d'équilibrer. C'est comme les mecs, en fait, ce qui les passionne, c'est la littérature, mais qu'ils ont peur que ça fasse péder, en fait. C'est ça l'histoire. Et ben, ils se sentent obligés d'en rajouter sur le côté viril. Et ils sont nombreux à en être morts, en fait. Un Hemingway qui a bu toute sa vie en se disant si je bois pas, je suis pas un homme. Bah, en fait, un matin, tu te réveilles à 40 ans et tu peux pas sortir de ton lit sans avoir bu. Et là, ça se passe pas bien du tout. Et c'est le cas de Fitzgerald, c'est le cas de tous les écrivains quasiment de cette génération-là, qui est aussi la génération de la prohibition. Donc, si quand tu as 20 ans, boire de l'alcool, ça fait de toi un dur, bah, 30 ans, tu es un alcoolique. En fait, c'est très facile. Ouais, on voit que aussi la passion que tu as pour la littérature, pour Ouais, les pardon. écrivains, et puis aussi pour finalement ce que c'est que d'être un écrivain. Et je pense que les lecteurs qui t'ont écouté ce soir auront compris aussi où tu te situes. Écoute, on va s'arrêter là. On va évidemment espérer très fort qu'on puisse te retrouver mi-mars pour un temps avec l'ensemble des autres auteurs. Ça me ferait très plaisir de pouvoir vous réunir. On est en train de travailler sur une édition évidemment un peu particulière et on communiquera à toi, aux autres auteurs et bien sûr aux lecteurs la manière dont on pourra se retrouver au mois de mars pour, j'espère, confronter ces différentes visions de la littérature et vous réunir. Et on pourra peut-être même parler du Chili avec l'ami Miguel Bonnefoy, puisque Ouais, évidemment, carrément. Ouais. on est au cœur du sujet avec ça. Et puis, ben, j'invite autrement globalement les lecteurs que je remercie bien sûr de leur présence, à nous retrouver demain soir avec Negar Javedi. Ça sera la 5e rencontre. Puis après, ça sera le temps des débats, des discussions et des votes pour élire votre livre préféré de l'année et pour élire le lauréat du prix Summer 2021. Voilà. Julien, un immense merci à toi. C'était un Merci plaisir de toi. parler de ce livre. Merci à toi de nous avoir accordé ce moment et une excellente continuation. À très vite, en tout cas. Ouais, j'espère. À tous. Merci, merci Julia. Au revoir. Et merci à tous.